qu'il faut savoir qu'avant, on était au budget de moyens. Le budget moyen est caractérisé par je dépense, il faut que je consomme mon budget pour que l'année prochaine, on me redonne un autre budget. Maintenant, quel était l'impact sur les citoyens? Est-ce qu'on dépense bien leur argent? On ne peut pas répondre. Quel est l'impact sur le contribuable? On ne peut pas répondre. Est-ce qu'il y a une qualité de vie qui s'est amenée? On ne pouvait pas répondre. Donc, il a fallu à un moment associer les ressources aux résultats. Donc, on est passé d'un budget de moyens qui était caractérisé par les retards dans l'exécution. Je dois faire une infrastructure en 2 ans, je la fais en 10 ans. Ça est fini, est-ce qu'elle est toujours adaptée? Qui est responsable de ce retard? On ne sait pas, c'est le système. Et est-ce que les citoyens savent même ce à quoi ils ont droit? Bonjour et bienvenue sur la chaîne du bureau AC Expertise, une chaîne sur laquelle nous parlons d'expertise, mais essentiellement d'expertise africaine. Parce que nous pensons que c'est grâce à la connaissance et à l'expérience aussi sur le terrain que nous pourrons développer notre continent. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un expert spécial, Annick, qui nous a fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Annick qui a près de 20 ans d'expérience sur les questions de gestion axée sur les résultats et des finances publiques. Mais mieux que moi, je suis certain que Annick pourra mieux se présenter à nous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Didier. Merci pour cette opportunité de partager mon expérience. Comme tu l'as dit, j'ai 20 ans en planification stratégique pratiquement, comme contrôleur de gestion, comme auditeur des systèmes de management de qualité 9001, 14001, comme fixateur des objectifs et aussi comme formateur en matière de partenariat public-privé. Donc, j'ai fait de l'investissement à la base en finance publique, en finance d'entreprise, en finance de marché. Et je me retrouve depuis 20 ans dans les entreprises publiques pour faire de la planification stratégique, la gestion axée sur le résultat afin de pouvoir impacter nos citoyens et nos populations. Allez, merci Annick. Je sais que tu as fait une présentation assez succincte de toute cette expérience. Alors, tu as parlé de gestion active sur le résultat de finances publiques et donc ça me fait référence aux questions liées au budget programme parce tu as aussi parlé de l'impact que ça peut avoir sur les populations. Donc, quelle est l'utilité de de ce nouvel outil dans l'environnement des finances publiques? Quelles sont les questions de budget programme? Les questions de budget de programme se sont posées à partir des années 2000 parce qu'il faut savoir qu'avant, on était au budget de moyens. Le budget moyen est caractérisé par je dépense, il faut que je consomme mon budget pour que l'année prochaine, on me redonne un autre budget. Maintenant, quel était l'impact sur les citoyens? Est-ce qu'on dépense bien leur argent? On ne peut pas répondre. Quel est l'impact sur le contribuable? On ne peut pas répondre. Est-ce qu'il y a une qualité de vie qui s'est amenée? On ne pouvait pas répondre. Donc, il a fallu à un moment associer les ressources aux résultats. Donc, on est passé d'un budget de moyens qui était caractérisé par les retards dans l'exécution. Je dois faire une infrastructure en 2 ans, je la fais en 10 ans. Quand elle est finie, est-ce qu'elle est toujours adaptée? Qui est responsable de ce retard? On ne sait pas, c'est le système. Et est-ce que les citoyens savent même ce à quoi ils ont droit? Donc, il devenait nécessaire de moderniser la gestion des finances publiques. Mhm. Donc, si vous êtes en Afrique subsaharienne, à partir des années 2007, au niveau de la CEMAC, on avait déjà de nouvelles directives pour essayer de changer cela. En plus, dans les années 2000, tous les États se sont alignés sur les objectifs du millénaire de développement. Cela implique un impact sur les populations. Donc, il fallait pouvoir évaluer l'impact de l'activité de l'État sur les populations. Donc, c'est comme ça qu'on s'est progressivement tourné vers un nouveau système de fonctionnement qui nous permet d'allouer les résultats, les ressources aux résultats. Mhm. Ainsi, donc, on va dire simplement que le budget programme, c'est les différentes actions menées dans le cadre des fonctions de l'État, associées à des objectifs mesurables et palpables qui peuvent impacter la vie de nos populations. Donc, en gros, c'est ça. Maintenant, pour parler du budget programme, je ne peux pas en parler sans parler de la chaîne PPBS. La chaîne PPBS, c'est la planification, la programmation, la budgétisation, le suivi et évaluation. Bon, certains ajoutent, eux, pour refaire sortir la partie évaluation, mais en gros, on commence par la planification, Mhm. c'est-à-dire que les États se sont affiliés aux OMD, il faut bien pouvoir évaluer sur 10 ans qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, c'est de la planification, se fixer des objectifs sur 10 ans. Ils peuvent être nationaux, on a eu la SND, ils peuvent être supranationaux, en Afrique, on a l'agenda 2035. Mhm. Donc,
Il faut que dans toutes les fonctions de l'État, on puisse se fixer des objectifs. Par fonction, je vais parler des besoins collectifs. Vous pouvez avoir la santé, l'éducation, le logement, tout ce que vous voulez qui est global et qui aide à améliorer la vie de la population. Donc, quand je parle de la chaîne PPBS, le premier point, c'est la planification. Qu'est-ce qui montre, qu'est-ce que vous voulez atteindre dans 10 ans? À ce moment-là, l'État doit se fixer une politique sur 10 ans. Tous ceux qui sont en dessous et qui y contribuent aussi devront se fixer des objectifs sur 10 ans. À ce moment-là, on parle de l'alignement stratégique. Donc, je fais un programme pour contribuer à l'action de l'État dans une fonction qui peut être la santé, l'éducation, le logement, l'infrastructure. Et pour le faire, l'État fait un plan peut le faire de manière nationale et peut le faire de manière sectorielle. Dans la SND 30 avait une vision nationale, avait des programmes sectoriels, donc sur le logement, qu'est-ce qu'on va faire, sur la santé, qu'est-ce qu'on va faire. Et maintenant, nous, en dessous, que nous soyons un établissement public, un organisme public, une commune, on doit pouvoir dire, dans ce que l'État prévoit de faire dans 10 ans, ma contribution sera ceci et je dois aussi le faire dans 10 ans. À ce moment-là, j'ai besoin d'un plan stratégique de performance. Ouais. Donc, je décide qu'en interne, mon outil, je me fais un plan stratégique de performance où je dis, dans telle partie du plan stratégique de l'État, je vais contribuer pour telle fonction et sur 10 ans, voilà ce que je vais faire. Ça, c'est la planification, pouvoir se projeter sur une vision à long terme. Mm. Maintenant, le deuxième P, comme j'ai dit Oui. PPBS, c'est la programmation. Donc, au niveau de la programmation, je reviens à 3 ans. Sur 3 ans, qu'est-ce que je vais faire? Parce que l'important, c'est de pouvoir poser des jalons qui sont évaluables pour savoir si on va dans la bonne direction. Si on n'est pas dans la bonne direction, il faudra tirer des leçons et mettre en place des mesures nouvelles. Donc, la programmation maintenant, ça veut dire que j'ai dit, par exemple, que l'État a dit santé pour retour, doit améliorer, il doit avoir à peu près 2 millions de Camerounais supplémentaires doivent avoir accès aux soins de santé. Je suis dans la santé. Je décide que bon, moi aussi, je vais y contribuer. Ça peut être en construisant des centres de santé. Mhm. Ça peut être en aidant à la réhabilitation des centres de santé existants. Ça peut être en la formation du personnel qui va y travailler. Donc, tous ces pans-là, il faut bien que je choisisse ma contribution. Quelle sera-t-elle sur 10 ans? Et maintenant, je dois faire une programmation sur 3 ans. À ce moment, je définis un programme. Ça peut être un programme de construction. Ça peut être un programme de réhabilitation, ça peut être un programme de renforcement de capacité. Pour chaque programme, je devrais définir dans quoi, au niveau de l'État, où est-ce que je suis aligné dans telle politique sectorielle. Le programme aura quel objectif? Le programme sera divisé en actions. Donc, si je dis je suis dans la construction, il faut déjà peut-être pour les 3 premières années identifier les différents sites. Mhm. Donc, Oui. après maintenant, il faut faire les appels au niveau des mairies qui est disponible pour donner le terrain. Donc tout ça là, ça entre dans le programme avec des objectifs. Au bout de 3 ans, je dois peut-être avoir identifié 50 sites où je dois poser 50 centres de santé. Et les 3 prochaines années, je dois pouvoir les construire. Donc pour cela, je dois faire un programme où je dis, voilà mon alignement stratégique, je vais aider. Je suis dans la mouvance du ministère pour construire les centres de santé. Je vais travailler sur la construction. Je peux faire un deuxième programme où je vais dire, je vais faire le renforcement des capacités. Quels sont tous ceux qui travaillent dans la formation des infirmiers, des Mhm. médecins? Est-ce que je vais leur apporter un appui? Est-ce que je vais, donc, il faut définir tout ça. Donc, c'est ma contribution au programme national, au programme sectoriel. Donc, c'est ça qu'on appelle la programmation. Donc, je fais un programme avec des objectifs. À l'intérieur, il y a des actions. Mhm. Il y a des indicateurs. Nous tous, on connaît les indicateurs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables ou acceptables, parce qu'il faut bien que la personne à qui je vais dire, tu vas m'aider à construire, dise que ça là, je peux le faire, ça, je peux pas le faire, Ouais. réaliste. Mhm. Et enfin, défini dans le temps, le PNU dit traçable. Ça veut dire que je dois pouvoir évaluer cet indicateur aujourd'hui. Je dois venir dans 6 mois pouvoir l'évaluer. Ça permet d'avoir, sur toute la durée du programme, l'évolution de l'indicateur pour savoir est-ce que je me rapproche de mon objectif sur 10 ans, est-ce que je m'en rapproche pas. Et si je m'en rapproche pas, il faudra prendre des décisions pour changer. Donc, c'est aussi un outil d'aide à la décision. Quand j'ai fini la programmation, la définition des programmes, je pars maintenant à la budgétisation Oui. PPBS. La budgétisation, elle se fait sur 3 ans.
Sur 3 ans, je dois pouvoir définir quelles sont les ressources dont j'aurais besoin et quelles sont les activités à mener. À ce moment-là, j'ai besoin, la redéfinition de ressources se fait à travers un outil qu'on va appeler le cadre budgétaire à moyen terme. Comment je vais les avoir? Est-ce de la fiscalité? Est-ce que je vais lever les fonds? Est-ce que je vais aller voir les bailleurs? Comment je vais les avoir? Maintenant, en termes de dépenses, j'aurai le cadre des dépenses en moyen terme. Les ressources que je compte lever, voilà comment je vais les utiliser. Donc, pour chaque dépense, je dois pouvoir dire sur 3 ans, voilà le montant dont j'aurais besoin. À ce moment-là, on parle d'autorisation d'engagement, c'est sur 3 ans. Maintenant, chaque année, je vais dépenser une partie. Cette partie s'appellera le crédit de paiement parce que c'est la limite que je ne peux pas, je dois dépenser dans l'année. Donc, si je dois construire 50 centres de santé à 5 milliards sur 3 ans, la première année, mon autorisation d'engagement sera d'une valeur de 5 milliards. Et la première année, je peux dire: «J'ai besoin juste d'1 milliard», ce sera mon crédit de paiement. Donc c'est la part dont j'aurai besoin la première année. Donc ça, si c'est ce que dont j'ai besoin la première année, ça veut dire qu'au niveau de la budgétisation des ressources, je dois être capable de lever 1 milliard pour le faire. Ça, c'est pour la partie budgétisation sur 3 ans. Maintenant, de cette budgétisation sur 3 ans, je dois extraire la partie sur 1 an à travers un projet annuel de performance. Donc, pour ce sous-programme, pour cette année, je compte faire telle activité. Voilà le point de départ et voilà l'indicateur cible que je dois atteindre. Donc, c'est ici, à ce niveau-là, qu'on fixe des objectifs détaillés, des indicateurs détaillés qui vous permettront de voir si pour l'année ou bien en cours d'année, vous vous rapprochez de votre cible. Chaque année, il faut mettre une cible pour être sûr qu'on a avancé dans la bonne voie. Au fur et à mesure que vous allez avancer, vous pourrez, comme les indicateurs doivent être traçables, vous pouvez avoir année 1, le niveau de l'indicateur, année 2, le niveau de l'indicateur. Ça vous permet chaque année de vous évaluer. Et à ce moment-là, on va passer à la partie suivi-évaluation. Suivi-évaluation, vous aurez besoin d'évaluer tous ces indicateurs, de voir si vous êtes rapproché de votre objectif et si maintenant vous n'avez pas de leçons à apprendre. C'est pour ça qu'on a dit, c'est un outil qui vous aide à évaluer votre performance, c'est un outil qui vous aide à prendre des décisions et c'est un outil aussi qui vous aide à vous améliorer parce que vous êtes dans la roue de 2000, c'est-à-dire plan, do, act, check, act. Donc chaque fois, vous devez évaluer et prendre des mesures nouvelles. Quand on parle de mesures nouvelles, il faut savoir aussi que ce n'est pas figé. Donc, en fonction du contexte, vous pouvez avoir besoin d'ajouter de nouvelles activités dans votre CBMT ou dans votre CDMT. À ce moment-là, on parlera de mesures nouvelles. Vous devrez l'inscrire et bien mettre en évidence que c'est qu'un ajout en fonction du contexte. Je peux avoir eu besoin d'1 milliard et puis brusquement, il y a un centre de santé qui a brûlé. Il fallait le reconstruire en urgence. Donc, ou bien les centres de santé sont déjà là, mais j'ai plutôt besoin de personnel. Donc, au lieu de l'argent que je voulais affecter à la construction pour les 3 premières années, je suis obligée d'ajouter une composante de formation pour les prochaines personnes qui vont aller travailler dans le centre de santé, ce qui n'était pas prévu au départ sur les 3 ans. Ça vous fait une mesure nouvelle, donc c'est pas non plus figé. Mais tout cela doit être inscrit et pouvoir être évaluable. Donc, quand on fait ce suivi-évaluation, on produit un rapport de performance, un rapport annuel de performance qu'on appelle le RAP. Le RAP vous permet pour chaque année de dire, voilà dans le sous-programme ce que j'ai convenu de faire. Ce sous-programme déjà, il est aligné à tel objectif global, à tel objectif national. J'ai prévu de faire ceci. J'ai pu, voilà les indicateurs que j'ai choisis. En les évaluant, j'ai pu atteindre certains, je n'ai pas pu atteindre d'autres. Donc, ce que j'ai atteint, pourquoi je les ai atteints, à ce moment, ce sont des bonnes pratiques à répliquer. Ce que je n'ai pas atteint, ce sont des leçons à apprendre. Je n'ai pas atteint pourquoi? C'était un objectif réaliste? Est-ce qu'il était acceptable? Est-ce qu'il était atteignable? Ou bien, est-ce que j'ai bien défini l'indicateur? Parce que souvent, quand on est au niveau de la conception, on met un indicateur. Arrivé sur le terrain, la collecte de données ne permet pas de bien le suivre. Donc, c'est pour ça il y a toujours l'un des premiers enjeux le budget programme, c'est l'alignement stratégique. Il faut être sûr d'avoir des indicateurs qui vous permettent de revenir à l'objectif principal. Donc, on est à la 4e partie suivi évaluation. Vous faites le RAP. Et ça vous aide à prendre des décisions année après année. Qu'est-ce que je change? Qu'est-ce que j'améliore?
J'évalue moi-même la qualité de mon service en tant que tu te mets sur le point du contribuable. Est-ce que l'argent du contribuable a été bien dépensé? Est-ce que quand j'ai pris l'argent de la fiscalité pour faire telle chose, je peux dire devant tout le monde que oui, cet argent est bien dépensé? Est-ce que il y a eu une certaine qualité de service? Parce que même là, on évalue aussi la qualité de service. Je veux mettre de l'eau à disposition. Est-ce que le forage que j'ai fait était accessible? Est-ce qu'il était accessible? Est-ce que l'eau était bonne? Souvent, on peut avoir des forages, il y a de l'eau, l'eau est féreuse, il faut encore la retraiter pour mettre à disposition. Donc, il y a aussi un aspect qualité et un aspect efficience. Est-ce que, avec le peu de ressources que j'ai bien priorisé et il est satisfait? Donc, en gros, c'est ça qu'on peut dire sur le budget programme. C'est vrai que ça a beaucoup de défis aussi à mettre en place. Il faut déjà le défi, comme j'ai dit, premier défi, alignement stratégique. On part de l'État, on parle de la stratégie sectorielle, on redescend. Il faut que chaque fois, on puisse voir que ça correspond bien à un objectif qui a été fixé supra, qui soit de l'État, qui soit au niveau des OMD ou des ODD, sur un objectif de l'agenda à l'Afrique pour 2035. Donc, il faut pouvoir avoir des objectifs qui s'intègrent les uns après les autres, puisque vous voyez que vous êtes parti de la mission de l'État, le programme. À l'intérieur du programme, il y a les actions. À l'intérieur, il y a les activités. Donc, tout cela, chacun a un objectif et chacun doit être mesurable et chacun doit être réintégrable. Deuxième point, le système de suivi et évaluation. Pour tous ces objectifs, il faut bien les définir et il faut les suivre. Donc, ça veut dire que le responsable de programme à l'intérieur de son programme a quelqu'un qui lui dit « Ah ça, non, ça, c'est pas bien. Ah ça, oui, c'est très bien. » Est-ce qu'il a suffisamment de recul pour accepter que lui, responsable de programme, on lui mette un agent évaluateur pour prendre en compte toutes ces remarques et tout. Maintenant, vous pouvez être dans un programme, dans un même organisme, il peut y avoir 3 programmes. Comment est-ce que vous discutez entre vous? Je suis responsable de programme, je suis directeur. L'autre, il est responsable de programme, il est directeur. Donc, comment managez-vous le dialogue entre vous tous pour pouvoir atteindre un seul objectif qui est global? Donc, ça, c'est un enjeu. Et le deuxième enjeu, c'est sur les acteurs, les compétences. Il faut bien former pour la planification stratégique. Il faut définir une vision, il faut définir le programme. À l'intérieur du programme, il faut définir les actions, il faut définir les activités, il faut définir les indicateurs, il faut évaluer les indicateurs, il faut analyser les indicateurs, il faut les conserver puisqu'ils doivent être traçables. Donc, ça vous fait un nouveau système de management et il y a des acteurs qui apparaissent responsables de programme, responsables d'activité, contrôleur de gestion bien suivi, évaluateur. Donc ça, c'est un des défis de la budgétisation par programme. Mais c'est quelque chose de nécessaire parce que ça permet d'allouer des ressources pour un impact visible. Si vous ne pouvez pas faire l'évaluation de vos programmes, vous revenez au budget de moyens où j'ai consommé mon budget. Non? L'année prochaine, je viens demander le même budget. Qu'on me le redonne. Si je consomme moins, on va me le couper. Alors que là, il faut consommer, dire ce qu'on a fait, qu'on puisse voir les impacts, parce que si vous êtes mis si on a signé les ODD, il faudra se soumettre à l'évaluation volontaire. Et là, ce n'est pas fait en interne, c'est fait en externe. Deuxièmement, l'alignement stratégique permet que l'État puisse réaligner toutes ses composantes. Donc, l'État n'a pas tout fait, il a des bras, il a les CTD qui ont fait une partie. Il faut pouvoir rapatrier tout ce qui se fait à leur niveau pour orienter une situation globale de l'État. Donc, y compris tous ces démembrements. Maintenant, tous les bailleurs de fonds maintenant veulent voir l'impact. Quand vous leur dites, quand vous leur dites, j'ai construit l'hôpital, bon, ça va, mais quand vous leur dites, non, avant, il y avait 10 000 personnes qui avaient accès à la santé, maintenant, il y en a 20 000. C'est plus intéressant que dire, j'ai construit l'hôpital. Donc, ce sont ces éléments qui vous permettent de lever les fonds. Et tous ces éléments sont maintenant pris en compte dans le reporting. Le reporting peut être financier, non financier. Ça peut être, maintenant, on a le reporting qui est sensible au genre. On a le reporting sensible aux ODD. Tous ces éléments permettent de lever des fonds auprès des bailleurs nationaux et internationaux en fonction de leur domaine d'activité.
Donc, ça devient nécessaire et urgent de mettre en place le budget de programme parce que ça vous permet de faire l'outil de marketing, c'est un outil d'évaluation, c'est un outil de prise de décision et c'est un outil de priorisation. Si à un moment vous n'êtes pas capable de déterminer l'impact que vous avez sur votre population, à long terme, vous serez exclu des financements nationaux et internationaux. Donc, en gros, c'est ce que je peux dire rapidement sur le budget de programme. Oui. Alors, on sent que vous êtes très rapide. Vous avez parlé de beaucoup d'outils aussi. Et on ne va certainement pas détailler cela au cours de cette vidéo. Parce qu'il y a énormément d'outils, aussi bien au niveau de la planification, la programmation, la communication. Chaque étape a son outil. Planification, vous avez le projet stratégique. Programmation, vous avez le programme lui-même que vous devez définir, programme ou sous-programme. On va dire programme au niveau des ministères, ou quand vous êtes en dessous, on va dire sous-programme. Niveau de la budgétisation, vous avez le CDMT, le cadre budgétaire moyen terme, le cadre des dépenses à moyen terme, le plan annuel de performance. Au niveau du suivi et évaluation, vous avez le rapport annuel de performance et vous avez les autres rapports parce qu'à ce moment-là, vous pouvez produire un rapport sensible aux gens, un rapport sensible aux ODD, un rapport sensible en fonction du public auquel vous vous adressez. Donc, vous avez besoin de mettre en place des outils pour parler. Et j'imagine qu'il faut aussi renforcer les capacités de plusieurs personnes dans toute la chaîne, aussi bien au niveau central, jusqu'au niveau communal, peut-être à d'autres niveaux. Donc, il peut y avoir énormément de personnes qui nous suivent, qui peuvent avoir besoin de renforcer leurs capacités. Donc, j'imagine que vous pouvez être disponible pour éventuellement approfondir ces outils, les mettre éventuellement à disposition si vous en avez sous la main. Bien sûr, je suis totalement disponible. Mon rôle est de partager ce que je connais. Okay, et ça peut aider. Merci beaucoup Annie pour ta disponibilité. De toute façon, on est arrivé à la fin de cet échange, on va peut-être avoir d'autres échanges. L'idée au niveau de notre chaîne, c'est vraiment de pouvoir démontrer l'expertise que nous avons en Afrique sur différents domaines et naturellement pouvoir partager ce que nous avons comme l'a indiqué Annie tout à l'heure. Merci bien. ASEA Consulting est la plateforme créée par le bureau d'études ASEA Expertise dans le but de connecter les experts et les consultants de divers domaines. Notre vision est de valoriser les compétences africaines en mettant en place un système de réseautage et de renforcement des capacités. Vous êtes consultant, vous cherchez de nouvelles opportunités, vous trouverez sur la plateforme des missions quotidiennes dans divers domaines qui y sont publiés. Nos webinaires thématiques vous permettent de mieux comprendre le marché, d'enrichir vos compétences et de profiter des conseils pratiques d'autres experts. Élargissez votre réseau en vous connectant à d'autres consultants, partagez votre expérience et créez de nouveaux consortia. Profitez des conseils pratiques et des ressources spécialement conçues pour optimiser votre activité de consultant. Rejoignez ASEA Consulting et faites partie de la communauté qui transforme le paysage du conseil en Afrique. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au numéro ci-après. ASEA Consulting, la valorisation de l'expertise africaine.